Aujourd'hui, un élève peut demander à l'intelligence artificielle de faire son devoir, son résumé, de complètement faire même son rapport de stage ou une dissertation de A à Z. Et la vraie question qu'on peut se poser, est-ce que nos enfants apprennent vraiment grâce à l'intelligence artificielle ou alors ils sont remplacés par celle-ci, par l'intelligence artificielle? On va regarder ensemble un extrait vidéo d'une chaîne France Culture dans laquelle on compare l'intelligence artificielle à une calculatrice moderne. Et là, il y a une nuance très intéressante. On passe l'extrait, on regarde l'extrait ensemble et après, on se prend. Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Perret Legras réalise cette émission, Dalia en assure la prise de son et Avril Ventura collabore à sa préparation. L'intelligence artificielle générative à l'école, faut-il s'en méfier et ou s'en saisir ? Les 10 et 11 février 2025 se tiendra à Paris un grand sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Il y réunira des chefs d'État et des chefs de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales, des ONG, des chercheurs, des petites et grandes entreprises du secteur et même des artistes. Alors l'IA est devenue en 2 ans un grand sujet pour l'école. Elle fait gagner du temps aux cadres et aux professeurs qui l'utilisent. Il y a plein de manières de s'en servir, on va en parler ce soir. Et aux élèves, ce qui exige de redéfinir au passage le travail demandé à la maison. Que sait-on au juste des pratiques des uns et des autres ? Des solutions vraiment intéressantes sont-elles proposées par l'IA pour améliorer les apprentissages ? Peut-on faire confiance aux géants de la tech pour aller dans de bonnes directions, donc pédagogiques, éthique et économique. Bref, peut-on mettre l'intelligence artificielle au service de l'éducation ? On en parle avec nos invités. Bonsoir Axel Jean. Bonsoir. Vous êtes chef du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée à la direction du numérique pour l'éducation, la DNE, c'était un peu long, au ministère donc, de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque maintenant les ministères sont regroupés. Vous travaillez sur les enjeux, donc IA et éducation. On va rentrer dans les détails, mais déjà, est-ce que l'IA est un grand sujet pour l'éducation nationale ? Depuis quand et comment ? Alors, en effet, c'est un très grand sujet. On est passé d'un sujet qui était intéressant, mais en périphérie de nos sujets d'intérêt, très loin derrière, évidemment, la priorité accordée aux français et aux mathématiques. Et du fait de la grande disponibilité pour le grand public des IA génératives, donc à l'occasion, disons-le, de l'arrivée de ChatGPT pour le grand public, tout d'un coup, c'était devenu un sujet central. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas considérer l'influence, l'impact de l'arrivée de ce type d'outils pour enseigner et pour apprendre. Donc vraiment, on bascule de la périphérie à un sujet qu'on doit absolument envisager et sur lequel les professeurs doivent être formés. Donc ça a donné plus d'importance à votre service, la direction du numérique pour l'éducation. Est-ce que vous êtes plus nombreux ? Est-ce que vous avez plus de moyens ? Est-ce que c'est comme ça que ça se mesure d'ailleurs ? Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se mesure, mais c'est une bonne question. En fait, oui, la direction est en première ligne de ces sujets-là, comme il me semble incontournable, et je pense que ça paraît incontournable à de nombreux décideurs politiques. Oui, la direction première du ligne, ça veut numérique. dire plus de personnel qui sont dédiés à réfléchir à cette question ? Alors, en l'occurrence, oui. Oui, dans mon équipe, en fait, on a plus de gens qui travaillent sur ces sujets-là. On a redimensionner, réfléchir des travaux en mettant d'autres en attente et se spécialiser sur ces sujets-là, y compris, je dois bien le dire, y compris en recrutant. Alors, vous recrutez qui ? Donc, des ingénieurs, des enseignants, des spécialistes des EdTech, donc les technologies du numérique au service de Alors, l'éducation ? nous, on recrute des compétences. Donc, on liste une C'est fiche de bien des poste gens. avec des compétences et sur lesquelles n'importe qui peut répondre. Et donc, quand on rassemble ces compétences-là, on peut venir du milieu de l'éducation, du milieu de la recherche. C'est très important, on y reviendra sans doute, de la recherche scientifique et du milieu des entreprises. Là, sur les profils, nous, on a besoin d'avoir quand même des gens qui ont une bonne compréhension de ce qu'est le métier d'enseignant et de ce qu'est le chemin compliqué d'apprendre pour des jeunes publics. Donc, dans mon équipe, en grande majorité, j'ai beaucoup de gens qui ont été enseignants par le passé ou formateurs ou inspecteurs. Voilà.
Non, voilà, c'était pour préciser au public qui nous écoute que les gens qui réfléchissent aux Ah oui, applications oui. pédagogiques sont aussi enseignants, mais pas seulement. Alors évidemment, on a un enseignant avec nous, mais je vais d'abord saluer Oriane Ledroit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de EdTech France, association qui rassemble plus de 400 entreprises françaises donc qui mobilisent des technologies au service de l'éducation et de la formation. Vous enseignez, mais vous, c'est à Sciences Po Paris. Pour vous, voilà, il y a un intérêt évidemment économique à développer ces entreprises françaises. J'ai parlé du grand sommet donc, qui va avoir lieu en février. Il y a un appel à manifestation d'intérêt pour encourager les entreprises. Est-ce que ça vous semble intéressant? Est-ce que vous vous sentez soutenu par l'État? Et qu'est-ce que ça veut dire appel à manifestation exactement? Vous allez avoir de l'argent de l'État français pour soutenir votre secteur? EdTech France, on s'est associé à des universités et à la communauté éducative qui est engagée sur justement les usages des technologies au service de l'éducation. Et donc, on va présenter un certain nombre de travaux qui sont déjà en cours, à la fois pour doter les universités de RAG, donc c'est une infrastructure d'IA générative qui sont dédiées à l'enseignement supérieur, pour doter aussi les universités en collaboration avec les entreprises qui font ces logiciels éducatifs d'une charte des usages de l'IA générative pour les étudiants, pour les enseignants. Il faut donner confiance, il faut adopter une posture optimiste, mais aussi rassurée. C'est-à-dire que, pour être bien clair, il faut des solutions françaises ou européennes à proposer aux étudiants et leur dire allez plutôt sur ces, je sais pas d'ailleurs, plateformes, comment je dois dire, logiciels. Ouais. J'hésitais un peu sur logiciel, plutôt que sur ChatGPT ou Perplexity, ou j'ai pas tous les noms. Je sais pas. En fait, on a déjà des solutions françaises, des logiciels français. Et pourquoi c'est mieux? Alors c'est mieux parce que ce sont construits déjà par des entreprises avec dans le cadre de cadres définis par les ministères. Axel Jean le disait, aujourd'hui toutes les solutions, les logiciels qui sont déployés dans les classes ou qui sont déployés dans les universités sont des logiciels qui valident les prérequis définis par le ministère et qui valident un certain nombre de contraintes à juste titre imposées par les réglementations européennes en matière de protection des données, etc. Donc ce sont des logiciels qui sont aujourd'hui conçus, non pas comme les réseaux sociaux, mais comme des logiciels aptes à être utilisés par des enseignants, par des formateurs au service des apprentissages. Et ensuite, parce qu'aujourd'hui, on a un écosystème entrepreneurial qui est dynamique, qui est très innovant, qui est en partie soutenu par le ministère et qui aujourd'hui se saisit de la pleine puissance des technologies pour apporter des réponses à l'apprentissage, à l'éducation, qui ne sont pas adressées autrement. Si on veut personnaliser un apprentissage, si on veut différencier un apprentissage... On va venir à ces solutions ce sont des solutions robustes aujourd'hui qui existent et qui sont mises à disposition des enseignants. C'est un gisement d'emploi en France? Alors aujourd'hui, c'est 15 000 emplois dans la tech, donc dans l'écosystème des entreprises qui utilisent les technologies pour l'éducation et la formation. C'est en croissance. On a gagné 5 000 emplois par rapport à une étude précédente qui a été réalisée en 2021, donc on est en croissance. Après, c'est une filière qui est compliquée. Je ne sais pas si on y reviendra. Mais c'est important pour nous d'être à l'agenda du sommet de l'IA parce qu'on pense qu'il y a un enjeu très fort. Et ce n'est pas qu'un enjeu économique, c'est aussi un enjeu sociétal, c'est aussi un enjeu social, c'est aussi un enjeu de souveraineté de mettre des logiciels qui sont conçus, développés en France en respectant les réglementations françaises et européennes au service des apprentissages. C'est un peu ce qu'on va expliquer dans cette émission, comment il faut s'en saisir, ou peut-être s'en méfier. À quoi on peut vous comparer comme type d'entreprise, par exemple? Est-ce que on peut vous comparer aux éditeurs de manuels scolaires? Absolument. Nous, ce qu'on fournit, ce sont des outils pour les enseignants. On fournit des supports à leur pratique pédagogique, des outils, des assistants à leur pratique pédagogique qui sont en partie basés sur l'IA, pas tout le temps, et pas tout le temps de l'IA générative, ça peut être de l'IA prédictive aussi, mais ce sont vraiment des outils qui sont mis dans les mains des enseignants pour les aider à faire face à des classes qui sont nombreuses, à des profils d'apprentissage qui sont très divers, à des besoins particuliers, des enfants qui sont dyslexiques. Et donc, on leur met dans les mains des supports pédagogiques pour les aider dans leurs actions au quotidien. Je répète, il y a un enseignant avec nous, je lui donne la parole dans une seconde. Axel Jean, IA générative, IA prédictive.
Alors, vous pouvez définir pour nos auditeurs la différence? Les IA étaient basées sur des conditions avec des algorithmes, en fait, donc des conditions, s'il se passe cela, alors tu déclenches cet événement-là. Donc ça, c'est les IA telles qu'on les connaissait avant les IA génératives. Les IA génératives sont basées sur un traitement colossal d'un très grand nombre de données. Et à partir de ces données-là, en fait, on va générer, donc pour ça qu'on dit IA générative, soit du texte qui s'apparente, qui simule le langage humain, soit des images, soit du son, etc. Et maintenant un peu de tout. Donc il y a une évolution, un bond en avant qui était lié au fait qu'on dispose de beaucoup de données, un accès très fort à beaucoup de données et une puissance de calcul qui permettent de traiter toutes ces données-là. Donc c'est des anciennes théories, mais c'est parce qu'il y a eu des évolutions technologiques que tout d'un coup elles révèlent leur plein potentiel. Quand je dis ancienne théorie, quand même, c'est une très jeune science. On parle de 70 ans, ce qui est très jeune en science. Donc les IA génératives, voilà, on les découvre d'un coup, mais les chercheurs travaillaient sur ces sujets-là il y a déjà 5 à 10 ans, avec des choses qui étaient un peu déceptives. Donc les productions on en rigolait un petit peu en disant tiens, on voit bien que c'est un robot qui parle, etc., etc. Maintenant, il y a un effet extrêmement sidérant, surprenant, bluffant, et il est très important qu'à l'école ces sujets-là soient abordés pour bien rester à distance, porter à distance le fait qu'on a affaire à une simulation, quelque chose qui imite l'humain, qui imite le langage, mais il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'autre qui nous parle. Quelqu'un a programmé quelque chose. Et pourtant, voilà. L'IA générative offre beaucoup de réponses, comme des plans tout faits, par exemple, et même, voilà, paragraphe, c'est pour les élèves par la rapidité aussi de la réponse qui est donnée, du pain béni, pas seulement pour copier, mais aussi pour avoir des idées. Il faut aussi aller au-delà de la peur du copier-coller. C'est ce que vous dites, Michael Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. C'est ce que vous dites alors dans un article publié dans les cahiers pédagogiques consacrés à l'IA et la pédagogie. Il a été publié en mai, il a été réimprimé, ce qui n'arrive pas très souvent, preuve que le sujet intéresse beaucoup les enseignants et les spécialistes de la pédagogie. Je précise que vous enseignez l'histoire, géographie et l'EMC en lycée, également en milieu carcéral dans l'Académie de Dijon. Vous êtes formateur et auteur de J'enseigne avec l'IA, guide pratique de l'IA au service de l'enseignant et de l'élève, à paraître chez Vuibert, mais moi, j'ai déjà pu lire l'ouvrage. C'est un peu plus qu'un guide. Quand on parle de l'IA, on ne peut pas se contenter d'ailleurs de donner des outils. Il faut réfléchir aux attendus du sujet, c'est-à-dire que tout de suite, on parle d'éthique en fait. Mais oui, effectivement. Effectivement, ce qui m'intéressait dans un premier temps, ce n'était pas de donner des outils pratiques, c'était déjà d'essayer de se poser un peu avec les collègues et de voir ce qui est en train de nous arriver. Ce sont des outils qui se sont imposés très rapidement dans les poches de nos élèves, qui évidemment nous déstabilisent. Moi, les premières questions auxquelles j'ai fait face de la part de mes collègues, c'est des questions liées à la triche, liées au plagiat, et pendant près d'un an, la principale demande, c'était qu'est-ce que tu peux nous proposer pour nous certifier qu'un texte a été réalisé par une intelligence artificielle. Et ensuite, une fois qu'on a posé cette question, ma réponse était de dire que non, je ne pouvais pas, et on ne peut toujours pas aujourd'hui donner avec certitude un outil qui permet de repérer le plagiat, mais que par contre, en revanche, cette difficulté à laquelle on est confronté en tant qu'enseignant doit peut-être nous inviter à réfléchir à ce qu'on donne à faire aux élèves, aux consignes que l'on donne, au travail à réaliser, aussi bien en classe qu'en dehors de la classe. Alors, l'IA est parfois comparée à un outil qui peut sembler étonnant, parce que c'est un outil très simple, dont on s'est nous-mêmes servi dans notre scolarité, c'est la calculatrice. Super pratique pour les lycéens ou collégiens. Et les calculs, vu qu'ils sont de plus en plus compliqués, on a de plus en plus besoin de la calculatrice. Les calculs mentaux, on fatigue au bout de 2-3, donc c'est plus facile de taper sur une machine. En classe, elle apparaît au début des années 70. Pas encore très pratique à utiliser, en 10 ans, elle se miniaturise. Par exemple celle-ci, la Rolls du calcul, qui est capable de réaliser des opérations scientifiques dignes d'un ordinateur. Et puis celle-ci, la 2 chevaux. Mais bientôt, c'est la polémique. Des calculatrices de poche pour passer le baccalauréat et tous les examens de l'éducation nationale. Une nouveauté qui provoque déjà bien des critiques. À quoi bon apprendre les tables de multiplication, par exemple, puisqu'il suffira de savoir appuyer sur des boutons. C'est pas la calculatrice qui fait tout, quoi. Enfin, tu peux pas t'en sortir juste avec la calculatrice, quoi. Faut d'abord s'apprendre à calculer pour pouvoir s'en servir. Enfin, moi, c'est mon opinion.
Mais bientôt, c'est la polémique, nous disait-on dans ce sujet de TF1 de 2020, alors qui retraçait l'histoire de la calculatrice, qui est un objet dont on a le droit de se servir, c'est vrai, pendant les examens. Est-ce que la comparaison vous semble en partie pertinente? Bien sûr, générer des textes, c'est plus compliqué que faire des calculs, mais tout de même, on apprend toujours à compter, mais plus de la même façon. Donc, Axel Jean, qu'est-ce que ça vous inspire, cette comparaison? Alors, c'est souvent faite. Oui, c'est une comparaison qui est souvent faite. Elle permet de peut-être dédramatiser l'arrivée d'une nouvelle technologie telle que l'intelligence artificielle. Cependant, elle a des limites. C'est-à-dire qu'un des élèves disait il faut quand même apprendre à compter. Et c'est vrai, il faut d'abord commencer par apprendre à compter, puis utiliser un outil. Donc, être outillé, c'est juste naturel dans le cadre du développement technologique. Et c'est normal que les élèves utilisent ces genres d'outils. Cependant, il y a une immense différence entre la calculatrice et les IA génératives. La calculatrice, vous lui demandez 2 plus 2 le lundi, le vendredi, vous lui demandez ou je lui demande, il me répondra toujours 4. L'IA générative, si je demande, j'envoie un prompt à 2 moments différents ou en utilisant 2 IA génératives, je n'aurai pas toujours la même réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet complètement stabilisé, ça ne peut pas former un objet de référence. Par contre, l'élocution est extrêmement bonne, le texte produit est très surprenant, etc., etc. Mais donc, c'est un objet, l'un est très stable et l'un n'invente rien du tout. Il calcule, donc il exécute toujours les mêmes procédures et donc il n'y a pas de variation. Les IA génératives, ça n'est pas le même cas. Donc en fait, il faut absolument que les élèves en prennent conscience et qu'ils comprennent que suivant l'outil, suivant le moment, suivant une petite formulation légèrement différente, mais même exactement le même prompt, ne va pas produire la même chose. Donc ça doit être expliqué aux élèves pour qu'ils développent un esprit critique, qu'ils se mettent un peu à distance de l'objet, donc qu'ils s'en servent pour être aidés, comme c'était dit précédemment. C'est extrêmement utile de travailler à la maison, etc. C'est un immense apport possible. Tout le monde n'a pas à la maison papa, maman, un professeur particulier qui puisse vous aider. Donc avoir cet outil-là qui vous aide, c'est évidemment un très bon atout. Mais par contre, il faut qu'on développe auprès de nos élèves un esprit critique pour qu'ils fassent un choix éclairé face à ces machines-là, en fait, à ces services-là. Donc, et on va revenir à la question du prompt avec vous, Michael Bertrand. Le prompt, c'est la question qu'on pose à l'IA quand on est face à une IA générative qui est capable de publier, je ne sais pas comment dire, de proposer des textes. Donc, il faut continuer à apprendre, Michael Bertrand, à faire des plans. Alors oui, comme le disait Axel Jean, ça n'est qu'un outil. Ça n'est qu'un outil, un outil relativement instable. Et cet outil, il montre tout son potentiel à partir du moment où l'on est capable de lui poser de bonnes questions. Ce qui, d'ailleurs, en éducation, nous intéresse énormément. Savoir poser une question, ça veut dire avoir compris les contours du sujet, ça veut dire manier la formule interrogative, ça veut dire analyser tous les termes du sujet, et le prompt devient une nouvelle compétence à développer. Pour prendre un exemple très concret, quand moi je suis amené à utiliser les IA génératives avec mes élèves et que je leur propose ponctuellement d'utiliser ces outils pour réaliser un plan détaillé de dissertation, s'ils se contentent de reproduire, de copier-coller la question ou le sujet de dissertation, ils auront une réponse, mais une réponse qui répond plutôt à la logique de l'essai anglo-saxon. Ce qui n'est pas la norme académique dans l'enseignement français. Et donc, pour avoir une réponse adéquate, ils doivent savoir ce qu'est une dissertation française, ils doivent savoir quelles sont les différentes étapes d'une introduction, la logique entre l'argument et l'exemple, etc., etc. Donc, en fait, ils doivent maîtriser la méthodologie avant d'être en mesure d'utiliser un outil qui va leur porter une assistance. Mais c'est pas pareil de savoir critiquer les résultats que fournit une intelligence artificielle générative. C'est pas pareil de savoir poser une bonne question que de réaliser soi-même un plan. Il y a une intelligence aussi de l'organisation. Moi, c'est William, ingénieur logiciel basé en Allemagne et fondateur de cette chaîne J'aime le code. Sur cette chaîne, on parle de l'école, on parle d'éducation, on parle de l'intelligence artificielle et de tous les métiers qui touchent au numérique. Je m'adresse ainsi aux parents, aux enfants, aux curieux, aux professeurs. Avec moi, les jeunes apprennent à coder, apprennent à structurer, apprennent à écrire des bouts de code, des applications. Et ce soir, je vais partager avec vous ma réflexion, mon analyse sur cet extrait qu'on a regardé ensemble. Est-ce que l'IA est un enjeu ou un danger pour nos enfants? Ainsi,
me permet de passer à mon analyse de cette vidéo qu'on a regardée. C'est un extrait qui me plaît beaucoup parce que ici, on utilise les mots qui me touchent. Du genre que l'IA aujourd'hui est comme la calculatrice. Et là, je tiens une calculatrice à main. C'est comme la calculatrice. Et dans l'extrait, on lui dit quelque chose d'intéressant en fait, mais il y a une différence, il y a une nuance. La calculatrice que j'ai ici à main, si je pose une opération, je trouve le résultat. Si je reviens 1 an, 3 ans, 5 ans après, je pose le même calcul, je vais avoir le même résultat. Alors qu'avec l'IA, c'est complètement différent. Parce que l'IA formule, reformule, et parfois l'IA même te donne une réponse avec une assurance déroutante. Et si tu n'as pas assez de recul, tu vas croire que, et que tu crois que bon voilà, tout ce que l'IA dit, c'est ça, je veux même pas réfléchir, mon cerveau est complètement éteint, je veux pas réfléchir, c'est l'IA qui a dit, je prends la réponse, je plaque, passe à autre chose. C'est pour ça que je vous invite aussi, parce que tous les mardis, on a lancé un défi, on a commencé mardi dernier, tous les mardis, la première vidéo de la semaine, on va construire ensemble une IA avec Python qui permet de prédire les prix d'un bien immobilier. Là, on va voir comment on peut entraîner un modèle, on va lui fournir les données, on va analyser, on va voir ses erreurs, on va voir ses prédictions avec la réalité. Ça nous permet de comprendre. C'est vraiment très intéressant. Je vous invite de regarder toutes les premières vidéos de la chaîne J'aime le code, ok, tous les mardis. Voilà. Et du coup, quand je reviens à mon sujet, ok, par rapport à mon analyse, le fait qu'on compare l'intelligence artificielle à la calculatrice, on voit bien la nuance ici que, mais l'IA, en fonction de ton prompt, okay, sa réponse change, ok, et elle peut être complètement fausse. D'où le danger, surtout pour nos enfants. Surtout pour un enfant qui n'a pas développé cet esprit critique, qui se dit que tout ce qui vient de l'IA est forcément bon. Il n'y a même pas lieu à se poser la question parce que l'IA, ce sont des systèmes tellement compliqués, sophistiqués, donc ce que ça produit est toujours vrai. Mais non, parce qu'en fait, j'ai expliqué déjà que l'IA parfois oublie ton contexte. C'est pour cela que moi je vous invite parfois, c'est très important aussi, de faire ce qu'on appelle un markdown. On appelle ça MD. Ok, c'est-à-dire que tu rédiges dans un document ton contexte. Ok, en fonction de ce que tu es en train de faire, tu rédiges un contexte. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux demander à l'intelligence artificielle, c'est quoi un MD file? C'est quoi un fichier MD? Va t'expliquer. Tu demandes à l'intelligence artificielle, s'il te plaît, rédige-moi un exemple de fichier MD. À l'intérieur, tu écris ton contexte. Ok, en fonction de ce que tu es en train de faire. Si tu fais des recherches, je sais pas quoi, tu veux faire des recherches sur, je prends comme ça un exemple bateau, sur une rivière, les plantes qui vivent dans la rivière, tu fais des recherches dessus, tu donnes le contexte, quoi. Donc, la rivière, tu donnes le contexte, ce que tu veux. Maintenant, quand tu fais ta recherche, quand tu utilises l'intelligence artificielle, tu télécharges ce contexte-là, ce fichier. Et comme ça, là, l'IA va lire ton contexte. Il saura, ok, tu me poses la question, voilà le contexte, donc je dois plus aller ailleurs. Je vais te donner les réponses vraiment mieux calibrées. Voilà. Ça, c'est juste quelque chose, voilà, parce que ici, cette chaîne-ci, on produit de la valeur, on apporte de la valeur aux personnes qui nous suivent, hein, ok. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, du coup, je finissais mon analyse, comme dit, ok. Faites attention à l'intelligence artificielle parce que elle peut te donner une réponse, ok. X, tu relances le même prompt et te redonne une autre réponse Y, okay, complètement différente de la calculatrice. Donc, du coup, ça m'amène au prochain point, est le message aux parents. Okay? Sur ces chaînes, je m'adresse aussi beaucoup aux parents parce que pour moi, selon moi, dans ce contexte, dans cet écosystème de l'éducation, le parent joue un rôle essentiel, le rôle central. Parce que c'est le parent qui connaît mieux son enfant, c'est le parent qui sait parler à son enfant. Okay? Voilà, dans la plupart des cas. Okay? Donc, du coup, mon message aux parents, c'est que c'est vraiment se poser la question, c'est vraiment s'informer sur les différents différents modèles IA qui existent, ok? Qu'est-ce qui est intéressant pour l'enfant et demander vraiment à son enfant comment tu utilises l'IA pour faire tes devoirs. Parce que ça, c'est clair, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et nos enfants utilisent l'IA pour faire leurs devoirs. Et c'est pas une mauvaise chose, ok? C'est pas une mauvaise chose. Maintenant, la question centrale, c'est comment nos enfants utilisent ces outils. Okay? La mauvaise manière serait juste de dire que voilà mon devoir, pardon, donne-moi la réponse, je veux même pas réfléchir. Mais non, amener son enfant à se dire à comment formuler des bons prompts, ok, en fonction du sujet. Donc c'est ça, par exemple, donner un prompt du genre, je ne comprends pas la question. Ok, ChatGPT, reformule-moi sa question pour que un enfant de 3 ans puisse comprendre. Ok, et après,
Quand tu as compris, tu essaies de faire un petit résumé de ce que tu as compris. Tu demandes à l'intelligence artificielle de te corriger, ok? De te corriger. Est-ce que c'est bon? Après, tu demandes à l'intelligence artificielle, donne-moi l'exemple pour que je puisse encore mieux. Après, tu peux demander à l'intelligence artificielle de te poser les questions sur ce que tu es en train de faire actuellement. Et tu réponds, tu demandes à l'intelligence artificielle de te donner une correction de ce que tu as fait. Et ça, vous voyez, cette manière de faire, c'est vraiment comme on appelle l'IA ici est comme un collaborateur, ok, comme un assistant dans l'apprentissage. Ok, c'est pour ça que je m'adresse aux parents et voilà, je parle de ce sujet en m'adressant aux parents. Donc, du coup, ça me permet de passer au prochain point qui est le lien avec J'aime le code. Oui, je le dis tout le temps, je le répète parce qu'il y a vraiment un lien direct entre apprendre à programmer et utiliser l'intelligence artificielle. Parce que de toute façon, quand tu apprends à programmer, tu développes ce qu'on appelle la logique. Ok? Qu'est-ce qui fait sens? Ok? Quand je te pose la question, quelle est ta routine quand tu prépares pour aller au travail ou même pour aller à l'école? Ce que tu me donnes là, c'est ce qu'on appelle un algorithme, en fait. Tu me décris des étapes et dans un ordre. Okay? Et quand un enfant apprend à programmer par exemple, des jeux avec Scratch ou bien apprend à faire du Python, il a en face de lui toujours des exercices, il doit les traiter et ce J'aime le code, on apprend à résoudre les problèmes. Quand tu as un exercice ou un problème, tu dois le découper, tu dois apprendre à découper. Comment on s'y prend? On t'apprend. Comment on s'y prend? Tu découpes, tu mets en ordre. Alors tu commences par la première partie, tu traites, tu développes ton algorithme de A à Z, tu commences maintenant à traiter. Parfois tu peux te rendre compte que ton algorithme n'était pas bon, tu peux revenir dessus. Voilà. Et c'est justement ça qu'on apprend, ce J'aime le code. Donc en fait, l'enfant apprend à être OK avec des erreurs. Parfois, le programme ne marche pas, hein. Parfois il y a une erreur. Et ce n'est pas un problème avoir une erreur dans son code. Comment on fait pour gérer une erreur? Allez, je remonte à la première ligne, je regarde si j'ai oublié quelque chose, je me suis trompé. Si c'est pas là, je vais à la prochaine ligne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'enfant, il développe cette résilience-là. Voilà, parce que si tu veux coder, tu dois apprendre à faire avec des erreurs, parce que nous sommes des humains. Voilà, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines. Parfois on oublie des choses, parfois on n'a même pas compris, parfois on n'est pas sur la bonne voie et puis on revient, on s'améliore. Okay? Donc tout ça, ça permet, et c'est ça qu'on appelle l'apprentissage. Le fait de faire des erreurs, c'est l'apprentissage. Le fait de découper tout en petits morceaux, le fait de ne pas vouloir tout embrasser tout au même moment, non. Le fait de prioriser, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Qui est différent de complètement éteindre son cerveau et laisser faire tout par l'IA. Parce que l'IA peut te donner des mauvaises réponses et avec une certitude, une assurance déconcertante. Du coup, ça me permet de te poser la question. Alors, selon toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que l'IA est un danger ou alors un enjeu pour l'apprentissage de ton enfant? Mets ta réponse en commentaire, hein. Mets ta réponse en commentaire et si ton enfant ou toi a besoin d'un accompagnement, apprendre à programmer, à être actif avec des acteurs, des créateurs, au lieu juste des consommateurs, ok? Alors, juste contacter J'aime le code, hein. J'aime le code, notre site web, J'aime le code tout collé, www.j'aimelecode.com. Ça, c'est notre page web. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn. Cherchez juste J'aime le code. On est sur TikTok. On est sur presque toutes les plateformes. On est sur Meta aussi, sur J'aime le code.